va faire notre dernière vidéo sur la série Prince Captif. Après 3 résumés très longs pour des résumés, il serait probablement temps pour moi de récapituler mon avis général sur cette série. Mais voyez-vous, dans les faits, Prince Captif ne s'arrête pas à la fin de King's Rising / Le Roi, le 3e volume. Il y a 5 petites histoires bonus que je vais vous résumer. La seule à ne pas être disponible dans la version collector est The Training of Erasmus, une histoire qui nous parle de comment l'esclave Erasmus s'est retrouvé vendu à Ver au lieu d'être offert à Damen comme il devait l'être, suite à ce qui a l'air d'une trahison, mais, on le comprend bien vite, était en fait une tentative désespérée de lui sauver la vie de la part d'un de ses amis, qui savait très bien ce qui attendait les esclaves du prince Damianos, qui se sont tous fait exécuter lorsque Castor est arrivé au pouvoir. Les 4 autres sont dans ma version collector, donc j'ai pu lire leur VF. Il y a Le temps d'une saison, une histoire sur Jord, qui montre le début de sa relation avec Emmerich, le tout entrecoupé de flashbacks expliquant la création de la garde princière et de leurs premières années avec Laurent, ce qui nous permet notamment de voir comment Laurent et ses hommes ont navigué certains des obstacles que le régent leur a tendus depuis le premier jour. Ensuite, le palais d'été est un petit épilogue à l'histoire principale. C'est plus ou moins la lune de miel de nos amoureux qui se retrouvent à Isthima, une île d'Aquilos où ils passent quelques moments tendres ensemble et finissent d'aborder certaines des douleurs qu'ils se sont infligées. Je pense notamment à une scène où Laurent prend soin du dos de Damen. Notre 4e histoire courte est Les aventures de Charles, le marchand vérétien, et c'est un fou rire continu. Vous prenez le comique de situation de l'auberge dans le tome 2 et vous le mettez tout le long de cette histoire. C'est aussi l'histoire qui se passe le plus tard parmi les 5. Charles, en plein voyage pour assister au couronnement de Laurent, retrouve le concerné qui cherche à l'accompagner au cours du dit voyage incognito avec son assistant qui, nous le savons mais Charles non, n'est autre que Damen. Mais ce qui pour Charles n'est clairement qu'un voyage commercial, s'avère vite être un immense plan de nos héros pour empêcher un esclavagiste de poursuivre ses actions. Nous avons donc des quiproquos réguliers, car Charles ne connaît pas l'identité de Damen et n'a aucune idée qu'il est en train de marcher droit dans un plan signé Laurent, et de la même façon, nous sommes en permanence dans une de ces situations où on se demande justement où s'arrêter le plan en question et où commencer l'improvisation, et bon, la toute dernière phrase de l'histoire nous achève sur un ultime fou rire, bref, c'est clairement le truc le plus léger à être sorti de cette série. Pour conclure, la dernière histoire courte est la plus longue car elle fait 4 chapitres. C'est aussi, en dehors de l'histoire sur Erasmus, celle qui se déroule le plus tôt, puisqu'elle commence avant le tome 1 et s'achève pendant celui-ci. C'est une histoire sur Hansel, le mignon danseur de feu, dont le rôle le plus mémorable est dans la scène la plus discutable de la série. Intitulée Mignon, cette histoire nous montre un peu les réalités des mignons même en dehors de la cour d'Arlès, et nous explique comment Hansel a été embauché par son maître, le seigneur Béranger, ainsi que leur relation pour le moins inhabituelle pour un maître et son mignon, puisque Béranger ne semble pas avoir la moindre intention de toucher le prostitué qu'il a embauché pour lui servir d'escorte, et qui, lui, tente de le séduire un peu désespérément, car c'est censé être son job, quoi, donc qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y arrive pas? Il y a ensuite leur arrivée à la cour et les aperçus plus ou moins étouffés qu'Hansel a des diverses magouilles, on voit aussi son point de vue sur la fameuse scène, etc. La conclusion de l'histoire nous montre néanmoins que Béranger est un des rares soutiens indéfectibles de Laurent, et que malgré l'ambition et l'arrogance d'Hansel, celui-ci choisit de rester avec Béranger plutôt que de chercher une position plus sûre et prestigieuse, préférant parier sur le fait que Laurent gagnera. Si vous voulez une anecdote rigolote, j'ai lu Captive Prince avant que cette histoire ne sorte. Sur AO3, Hansel et Béranger étaient des personnages inexistants. Dorénavant, ils sont dans le top des couples les plus populaires et des personnages les plus utilisés. Donc c'est dire si cette histoire semble avoir marqué les gens. Et sinon, parlons enfin de cette série. Putain qu'elle est bien cette série! Alors bien sûr, si vous n'accrochez pas à ce genre de personnages ou à des livres qui sont quand même 75% de magouille politique et 25% de romancé de cul, c'est foutu. Et je peux comprendre ceux qui sont mis giga mal à l'aise par le premier tome et ont du mal à passer à la suite. On peut ne pas aimer, je comprends. Mais le truc c'est que c'est vraiment incroyablement bien foutu. Et que la plupart des gens qui crachent dessus soit pour des raisons superficielles et débiles, oh mon dieu, une romance gay, soit parce qu'ils sont incapables de faire preuve d'esprit critique, oh mon dieu, on nous fait sympathiser avec Laurent qui est un esclavagiste. Pourquoi est-ce que je mets encore en relief cette critique en particulier? Parce que ceux qui la font n'ont pas lu le livre ou n'y ont rien compris. Si encore il disait ça pour Damen, je pourrais comprendre et j'arguerais que justement, un des messages du livre est qu'il doit apprendre les horreurs que lui et les siens infligent à des tas de gens. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin il abolit l'esclavage en Achelos. Laurent déteste l'esclavage, et il est dit explicitement que la seule raison pour laquelle il garde Damen est qu'il s'agit de l'homme qui a tué son frère, et qu'il compte en profiter pour se venger. Ce n'est pas un esclavagiste. Il a des tas de défauts, mais ça c'en est pas un. C'est quelqu'un d'absolument furax, qui veut faire du mal à une personne et une seule, et qui a entre les mains l'occasion de le faire. Est-ce que c'est bien? Non. Et le livre ne nous dit jamais que c'est bien d'ailleurs, puisqu'on est du point de vue de Damen qui doit subir ses sévices et que ceux-ci sont un obstacle à leur relation jusqu'à la fin.
Ensuite, on va parler de ceux qui qualifient cette romance d'abusive. En général à cause du tome 1, encore une fois. J'ai déjà mentionné mon avis du tome 1 et les problèmes que j'ai avec, mais le truc que beaucoup n'ont pas l'air de saisir, c'est qu'il n'y a aucune romance dans le tome 1. Oui, Damen est attiré, mais c'est une réaction physique. Si on lui en donnait l'occasion, il aurait jeté Laurent par une fenêtre. Et Laurent n'éprouve clairement aucune attraction, au contraire, puisqu'il essaye de le faire tuer pendant les premiers chapitres. À la fin du tome 1, ils ont un accord, à savoir qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Mais c'est à contre-cœur. Aucun des deux ne veut avoir besoin l'un de l'autre et ils se haïssent. Le tome 2, dans lequel Damen prend progressivement de plus en plus de pouvoir dans leur relation, au point qu'à la fin ils sont plus ou moins sur un pied d'égalité, c'est là que la romance commence. Le tome 1 est fait pour nous montrer le pire de Laurent, tout comme on comprendra ensuite que le tome 1 et ce qui s'est passé avant ont montré le pire de Damen à Laurent. Le tome 2 est le moment pour eux de découvrir le meilleur de l'autre. Et c'est là seulement que des sentiments naissent. C'est assez ironique qu'on qualifie cette romance d'abusive, quand c'est justement au fur et à mesure que leurs statuts deviennent équivalents que celle-ci prend forme. Et si la dite relation replonge un peu au début du tome 3, c'est juste parce que l'immense non-dit, le vrai obstacle à cette relation, vient d'éclater au grand jour. Sont-ils la parfaite relation choupie adorable sans défaut? Non. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est si intéressant. De voir des hommes qui n'ont aucune raison de s'aimer, s'allier et se rendre compte qu'ils sont en réalité parfaitement compatibles. Cette relation serait beaucoup moins intéressante s'il ne s'était pas fait autant de mal à l'origine. Bref, les critiques que j'entends souvent, c'est fait. J'ai déjà mentionné plusieurs fois la bêtise des gens qui n'ont pas compris qu'Achelos n'était pas un pays parfait et qu'une bonne partie de l'histoire est là pour montrer qu'il n'est pas mieux que Vert, qu'il n'est pas mieux qu'Achelos non plus. On ne va donc pas re-entrer en détail à ce sujet, on va plutôt parler des personnages. Déjà, les personnages secondaires. Ils sont tous plus tragiques les uns que les autres, soyons honnêtes. Jord, qui survit jusqu'au bout mais en traverse des vertes et des pas mûres, et qui je pense est sans doute le personnage qui souffre le plus de l'histoire en dehors des protagonistes. Loyal et bon, Jord n'a rien de haïssable. C'est un homme qui mérite mieux, et notamment des câlins. Hérode, le héros de Vert, le seul membre à peu près raisonnable du conseil en permanence, tiraillé entre sa loyauté envers Laurent et ce qu'il pense être son devoir. Emmerich, la victime qui refuse de se voir en tant que tel et commet l'irréparable, puis n'arrive plus à vivre avec lui-même. Nicaise, intelligent et intrépide, cruel et puéril, qui au dernier instant a tenté d'aider une personne avec qui il se disputait tout le temps, mais qu'il appréciait malgré lui, et qui se fait tuer en réponse. Nicandros, qui arrive beaucoup trop tard dans cette histoire pour avoir la moindre idée de ce à quoi il s'engage avec Laurent, et est toujours paumé à la fin, je vous jure que c'est une tragédie, même si elle est très drôle pour nous lecteurs. Bon, tous ne sont pas des tragédies. Il y a Charles qui nous promet des fous rires à chaque apparition, Lazare qui commence comme un imbécile mais devient de plus en plus sympathique, Vanessa, une conseillère intelligente à Vert qui semble toujours en savoir plus qu'elle ne le dit, Macédon, qui sert d'obstacle avant tout, puis de plus grand soutien, mais qui a tellement de personnalité qu'on en oublierait qu'il n'apparaît même pas un demi-tome, Pascal, qui tout le long de l'histoire nous donne des indices quant aux véritables machinations derrière toute cette affaire et qui à la fin est celui qui sauve la situation. Et quant aux antagonistes, ce qui est intéressant, c'est que des trois principaux, le plus important, effrayant et dangereux est celui qu'on rencontre en dernier et qui semble le plus longtemps raisonnable. Castor et Jocaste forment un duo assez stupéfiant, car très vite, Castor se met à avoir l'air absolument insignifiant. Castor ne serait probablement arrivé à rien sans l'esprit de Jocaste, puis sans les manigances du régent. En fin de compte, il n'est que le dernier obstacle, le dernier adversaire pour mettre fin au problème, mais il est le moins important. Son plus grand intérêt est les dégâts émotionnels qu'il inflige à Damen. À part ça, on a tendance à limite l'oublier, et je dirais que c'est volontaire. Il nous est présenté comme l'antagoniste de base, après tout. Enfin, avec Laurent. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte que Laurent n'est pas l'antagoniste de l'histoire, et qu'en réalité, il s'agit de son oncle aux allures raisonnables, on en oublie Castor, car cette duperie, cette façon qu'a le régent de se donner l'air d'être bon et intelligent, est infiniment plus dangereuse que la trahison ouverte de Castor, que Damen n'a pas vu venir uniquement parce qu'il est trop naïf et honorable pour s'imaginer un tel complot. Jocaste, quant à elle, est vraiment une antagoniste particulière car elle n'est une ennemie que peu de temps. Et la plupart du temps, on ne sait même pas que c'est elle. Ce qui est le plus intéressant chez elle, c'est qu'elle est un sombre reflet de Laurent en soi. Ils partagent énormément de qualités et de défauts, en plus de se ressembler physiquement. Ils prennent les mêmes décisions froides qui leur permettront de survivre en priorité, mais Jocaste est plus froide encore, et c'est une intrigante, qui préfère les hommes simples à manipuler, alors que Laurent a clairement un faible pour les gens dignes et honorables. Le plus gros compliment qu'on peut faire à Jocaste en tant qu'antagoniste, et contrairement à l'air que ça donne, ce n'en est pas un petit, c'est que pendant un temps, on pense que ses actes sont ceux du régent. Et vu l'énergumène en question, ça en dit long sur les talents de manipulation et de stratégie qu'elle possède. Elle demeure la moins antipathique des trois,
Et c'est sans doute en partie pour ça qu'elle survit à l'histoire après une dernière touche d'honnêteté dans un message qu'elle laisse à Damen. Et maintenant, on a le vrai méchant. L'antagoniste principal, l'individu si répugnant et effrayant que je pense qu'il est sincèrement dans le top des meilleurs méchants, et par ça je veux dire les pires dans le bon sens du terme, que j'ai jamais vu. Le Régent. Il a un nom, mais il n'en a même pas besoin, c'est le Régent. Le Régent, l'oncle de Laurent, est le méchant principal de l'histoire, et fait partie de la symétrie fascinante dont la série adore faire preuve. Après tout, Castor est le méchant de Damen, et le Régent est le méchant de Laurent, mais c'est Damen qui trouve comment se débarrasser du Régent, et c'est Laurent qui tue Castor. Ça a un côté extrêmement satisfaisant d'ailleurs cette symétrie. Mais toujours est-il que le Régent est l'antagoniste de la série, et c'est en partie pour ça qu'il m'arrive de considérer que Laurent peut être encore plus vu comme le personnage principal que Damen. Le Régent est l'homme le plus dangereux de cet univers, alors qu'il ne sort jamais une épée. Il ne hausse jamais la voix. Il est toujours poli et ne menace jamais personne explicitement. Ce qu'il a, c'est un talent inégalé pour la manipulation. Laurent est très impressionnant, il fallait l'être pour survivre jusqu'ici, mais comme on peut le voir, chaque fois qu'ils sont confrontés directement l'un à l'autre, il reste loin du niveau de son oncle, ne serait-ce que parce qu'il est incapable d'être à moitié aussi immonde que lui. Le dirigeant pédophile de verre qui a abusé de son neveu aussi bien sexuellement qu'émotionnellement pendant des années, qui se présente sans honte avec des enfants prostitués, n'est rendu que plus monstrueux par ses penchants, mais il n'en a même pas besoin pour être effrayant. Il s'agit d'un homme qui a soigneusement cultivé la réputation de son neveu pour qu'il perde tout soutien afin de continuer à régner, tout en se faisant passer pour le protecteur de celui-ci qui ne lui souhaiterait que du bien. Il a fait tuer son propre frère et a tué le tueur pour couvrir ses arrières. Il a réussi à organiser un complot pour tuer le roi du pays voisin et manipuler le nouveau roi, si bien qu'il devient le dirigeant officieux du pays, comme on le voit bien dans le 3e tome, où c'est lui qui a tout le pouvoir durant le tribunal et non pas Castor. Et il y a tellement de préparation dans chacun de ses plans que même ses échecs renforcent ceci, rendant la situation finale inévitable. Comme dans une toile d'araignée, il n'y a aucune issue, aucune bonne option. La seule chose qui sauve nos protagonistes, tout compte fait, c'est que le frère de Pascal a noté ses méfaits et que cette note écrite a eu la chance d'atteindre Pascal justement, grâce à Nicaise. Et c'est ça finalement aussi que je trouve satisfaisant. De toutes les victimes du Régent, on voit mourir un enfant et un jeune homme. Et ces deux victimes sauvent nos héros. La mort d'Emeric est ce qui fait que sa mère dévoile les conspirations du Régent avec Castor pour tuer Théomède et ainsi innocente Damen. Et les actes de Nicaise sauvent la lettre et donc sauvent Laurent et condamnent le Régent. En fin de compte, ce sont les victimes du Régent qui sonnent la fin de celui-ci. Le Régent est un monstre terrifiant de par son intelligence et ses plans si retors qu'il ne peut jamais réellement perdre. Et c'est aussi ça qui rend sa défaite, en fin de compte, due à ses exactions sur de jeunes garçons, aussi plaisante. Mais maintenant, bien évidemment, on va parler des deux protagonistes, et je ne sais pas si je vais avoir grand chose de nouveau à vous dire après tout ce que j'ai déjà raconté au cours des résumés, mais allons-y. Commençons par Damen, Damianos, notre personnage de point de vue principal, celui qui nous fait découvrir le monde à travers son prisme, un prisme qui se fait doucement détruire au cours du scénario, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était clairement le choix le plus judicieux entre les deux. Damen, comme je l'ai dit plusieurs fois, est un personnage facile à aimer. Son sens de l'honneur et sa claire bonté en font un héros assez classique à première vue. Il a un côté simple, sa fierté est un défaut qui ne lui attire des problèmes qu'à des moments où il semble assez normal de s'énerver, il s'horrifie face à ce qui est horrible, bref, il est très simple de s'identifier à lui. Et c'est pour ça que le lecteur met énormément de temps à se rendre compte que Damen est aussi privilégié, imbu de lui-même, empli de préjugés, incapable d'assumer ou même de saisir les conséquences de ses actes, et prodigieusement ignorant sur des tas d'aspects. C'est un homme qui est fier d'une conquête sanglante, qui défend l'esclavage de son pays, et j'en passe. Mais tout cela est montré comme de l'ignorance. Damen est en effet une bonne personne, mais il est infiniment plus imparfait qu'il en a l'air. Il est le personnage qui doit désespérément adapter sa vision du monde à la vérité. En fin de compte, Damen est le personnage de point de vue idéal, car il est celui qui découvre, il est celui à qui il manque des tas d'informations. Il est celui qui doit apprendre et qui grandit. Et c'est ça qui fait de lui la meilleure personne à travers laquelle raconter cette histoire. Il est celui qui n'arrive jamais à joindre les bouts, à part à la toute fin, lorsqu'il comprend que Pascal a les clés qu'il leur manque. Son point de vue est intéressant et agréable à lire, car c'est un homme simple, assez intelligent pour comprendre l'essentiel, mais assez éloigné de la situation pour être surpris avec le lecteur. Bon, c'est aussi un homme tout particulièrement horny, qui est très clairement attiré par certaines femmes et certains hommes, et qui nous le fait bien comprendre, ce qui, en tant qu'Arrow Ace,
me fait pouffer avec un mélange d'amusement et de lassitude, mais ça ne change en rien qu'il était vraiment le choix idéal. Néanmoins, c'est aussi ce statut de personnage de point de vue qui fait qu'il est parfois difficile de saisir que notre second protagoniste mérite ce titre autant que lui, voire plus. Disons les choses comme elles sont, à part dans le premier tome et encore, Laurent est le personnage qui fait ses livres. Présenté comme un antagoniste dans le premier volume, Laurent s'avère bien vite avoir en fait été en première ligne depuis des années du combat dans lequel Damen se retrouve largué. Quand on regarde l'histoire, soyons honnêtes, c'est vraiment une immense partie d'échec entre Laurent et son oncle. Damen passe d'ailleurs une bonne partie de l'histoire à se demander s'il est vraiment l'atout que Laurent garde dans sa manche et non pas juste un autre pion du régent, car il sait qu'il n'est pas un joueur. Il n'en devient un que lorsqu'il demande à Pascal de parler. Les joueurs sont Laurent et le régent. C'est Laurent qu'on voit traverser obstacle après obstacle, être pris pour cible en permanence et survivre envers et contre tout, déjouer toutes les machinations et contre-attaquer avec ses propres plans. C'est lui qui se bat dans toute cette histoire, bien plus que Damen, et ce n'est pas pour rien si c'est son méchant qui est le méchant principal. Néanmoins, on met bien du temps à se rendre compte qu'il est le personnage qui sert de moteur au scénario et qui le mène réellement, car une fois de plus, il nous est présenté comme l'antagoniste. Damen est un personnage dont on commence par voir le meilleur et qui néglige de voir ses défauts comme en étant. Laurent, en revanche, on commence par voir le pire chez lui. Confronté à l'homme qu'il est le plus au monde, Laurent lui montre toute l'étendue de sa cruauté, de sa mesquinerie et de ses horribles manipulations. On en loupe les indices quant à sa vraie nature, comme la loyauté et la compétence de ses hommes, ses petits moments d'humanité, sa réaction face aux esclaves aquiloniens, qui n'est pas de refuser de les aider, mais de s'offenser qu'un des hommes responsables d'avoir réduit ces hommes en esclavage ose se prétendre de leur côté. Tous ces petits détails. Et comme je disais à la fin du tome 2, c'est seulement après qu'on apprend à connaître ce jeune homme brisé, impuissant, qui ne vivait que pour la vengeance, jusqu'à ce que l'objet de sa vengeance ne devienne, à sa grande stupéfaction, son plus grand allié. Et sans ce masque de malveillance, on voit tout ce qu'il y a derrière. Damen évolue, oui, mais Laurent réapprend à vivre, tout simplement. Quand il s'étouffe de rire à l'auberge de Nesson, on ne peut que se demander depuis quand il n'avait pas ri aussi sincèrement. Néanmoins, on n'aurait pas pu être de son point de vue. Ah bah non, Laurent est au courant de presque tous les twists de l'histoire, quel intérêt cela aurait-il? Je continue de féliciter son chapitre dans le 3e tome, car il nous apprend à la fois énormément sur lui et absolument rien sur ses plans. C'est difficile d'atteindre un entre-deux aussi parfait. Finalement, il peut même être discuté que c'est lui, en réalité, le prince captif du titre. Captif de son abuseur, piégé dans ses machinations et manipulations. C'est autour de lui que tourne l'histoire bien plus que de Damen. Il n'est pas aussi simple à aimer que ce dernier, mais c'est justement découvrir l'humain honnête, intègre, compétent et courageux, le petit garçon timide et intellectuel qui s'est tourné vers les armes après avoir perdu son frère, la personne qui a fait plus d'efforts que quiconque ne pourrait imaginer, qui est le véritable voyage du livre. Et puis bon, c'est un peu le comique relief aussi au bout d'un moment. Juste parce qu'il y a tellement de sel, de sarcasme et de provocation dans chacune de ses paroles, que même l'absence d'instinct de survie de Damen se dit que Laurent est trop provocateur. Donc ouais, bref, les personnages du bouquin sont très bons, surtout les deux principaux. Si je devais émettre une critique par contre, ce serait que ça manque vachement de dames. Des femmes nommées, et avec plus d'une apparition, nous n'avons que Jocaste, Vanessa, Loïse, la femme de Guion, et Halvik, la chef vasquienne. Peut-être qu'elles sont toutes parties à Vasque en fait. Mais aucune de ces femmes n'est très présente. Jocaste a un caméo dans le tome 1 et quelques apparitions dans le dernier. Vanessa, c'est pareil dans l'autre sens. Loïse n'est là que dans le tome 3, mais a à peine 2 répliques avant son coup d'éclat à la fin, même si je pense que dans son cas, c'est parce qu'elle est faite pour être un plot twist. Tandis que Halvik a 2 apparitions dans le tome 2, et c'est tout. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Maintenant qu'on a parlé des personnages, parlons de l'écriture. Ces livres sont ultra bien écrits. C'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué parce que je suis pas quelqu'un qui remarque tellement le style en général. Je remarque quand celui-ci est ultra particulier, comme par exemple le style de Maggie Stiefvater. Je remarque quand il me gêne, mais en général, tant que ça se laisse lire, et ça va juste être des phrases qui vont soudain me toucher plus que d'autres, et me faire me rendre compte que, oh, cet auteur connaît les mots qui me toucheront, moi. Mais Captive Prince m'a un peu buté parce que j'ai fini par me dire, alors qu'en général ça ne m'arrivait pas, putain, c'est bien écrit. Avec un accent sur le putain, parce que si ça m'a surprise, c'est parce que par contre la narration, comme les dialogues, n'hésite pas à être extrêmement vulgaire. Ça jure, c'est crade, c'est un régiment de soldats qui passent leur temps à faire des blagues de cul, même les personnages particulièrement distingués n'hésitent pas à jurer violemment. Laurent est un des personnages qui parle avec le plus d'éloquence, à toujours choisir chaque mot avec soin, et malgré tout, il est connu comme le personnage le plus vulgaire du bouquin. Personne n'est épargné, et en général, la vulgarité gratuite a tendance à m'écarter facilement d'un texte, mais pas là. Pas là car elle se glisse avec une harmonie étrange dans cette narration pourtant élégante.
Elle accentue les dialogues plus qu'elle ne jure avec leur côté recherché. C'est un livre très bien écrit au niveau du style, mais aussi au niveau du scénario. Je vais pas vous redétailler pourquoi c'est probablement la relation amoureuse la plus intéressante que j'ai jamais lue, je l'ai déjà fait quand j'ai répondu aux critiques que je vois le plus souvent. Par contre, je vais vous parler du scénario. Chaque détail a son importance. Le chapeau de volo que Laurent s'efforce de gagner aux cartes qui lui permet de s'enfuir ensuite. La robe qu'il emprunte à un bordel qui lui permet plus tard de se déguiser en jocaste. La présence étrange de Loïs tout le long du tome 3, un personnage qu'on voit tout le temps et jamais à la fois, et qui nous fait nous demander ce qu'elle fiche là avant de soudain comprendre qu'elle faisait partie du plan depuis le début, et jouait juste parfaitement son rôle. Et bien sûr, tous les indices comme quoi Laurent cherchait à s'allier avec Akielos depuis le début, entre le messager qu'il ne voulait absolument pas qu'on suive, sa requête de parler en aquilonien avec Damen pour apprendre les termes stratégiques, que Damen ne saisit pas avant de le voir s'en servir dans le tome 3, les moments où il mentionne Nikanros, il y a tellement d'indices qui nous passent sous le nez avant la résolution. Ce sont les meilleurs mystères pour moi, ceux qui ne donnent même pas forcément l'impression d'être des mystères. Du coup, on voit passer des tas d'indices qu'on ignore aussi secs, alors qu'ils nous sont jetés en plein visage. Et c'est seulement à la relecture qu'on comprend et qu'on se rend compte à quel point tout était préparé progressivement, tout le long de l'histoire. Honnêtement, le seul vrai point noir de la série pour moi, c'est vraiment la scène discutable du tome 1, et après discussion avec quelques camarades, je me suis rendu compte que si elle me gêne autant, c'est parce qu'alors que c'est une des plus violentes, si ce n'est la plus violente, c'est la seule qui n'a jamais trop de conséquences. Nos héros discutent tellement des torts qu'ils se sont causés l'un à l'autre, tentent tellement de tous les réparer, qu'il est assez dérangeant que celle-ci passe à ce point à la trappe en comparaison. Mais bon, qu'est-ce qu'une scène qui aurait dû être mieux utilisée dans une série d'une telle qualité ? Pour conclure, j'aimerais féliciter une fois de plus la traduction de Louise Malagoli, qui est honnêtement excellente et ce n'est pas forcément facile. Il y a tellement de termes comme les pets, qui sont là pour transmettre une ambiance et qu'il faut réussir à retranscrire de façon à ce qu'ils donnent la même sensation. Choisir le terme mignon, qui transmet le même côté à la fois affectueux et condescendant, était un coup de génie qui m'a aussitôt donné une bonne impression sur la traduction et le reste de la série n'a fait que me le confirmer. L'ambiance est parfaitement retransmise. Ce mélange d'éloquence et de vulgarité est en général très bien retransmis aussi, ce qui n'est pas simple, car la vulgarité peut faire facilement plus gratuite en français qu'en anglais. Et le tout est extrêmement fluide et agréable. J'ai juste 2-3 reproches sur un moment du palais d'été qui me semble qu'il mérite une passe de plus, mais tant qu'à avoir oublié de relire un moment, il valait sans doute mieux que ce soit dans une histoire bonus que dans le scénario en lui-même. Je n'y aurais sans doute même pas fait attention si le reste de la traduction n'avait pas été si exceptionnel. Félicitations, sincèrement, de la part d'une collègue. Je rêve d'être capable de faire une traduction aussi qualitative un jour. Sur ce, je pense que c'est tout pour ma review de Captive Prince. C'était un vrai plaisir de me replonger dans ces bouquins, même si j'aurais aimé être capable de faire des vidéos plus courtes. Désolée pour le temps qu'il aura probablement fallu entre chaque sortie, et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas de nourrir l'algorithme, et que mes vidéos sortent en avance sur Patreon. Merci d'ailleurs à mes patrons, et des bisous les petits lions.